Salut, c'est Thomas de la chaîne TS Information. Écoute, je suis super content de te retrouver pour une nouvelle vidéo et je suis vraiment très heureux parce que aujourd'hui, je vais te proposer un tout nouveau format. Et en fait, c'est les interviews de DJ en événementiel qui vivent de leur passion. Je suis vraiment content parce que ça fait quelques mois déjà que j'y pense et ça y est, la première interview a été faite et tout simplement prête. Et pourquoi j'ai décidé de faire ça? Parce que en fait, j'ai regardé sur Internet, sur YouTube, sur Facebook, etc. Il y a très peu d'interviews de DJ en événementiel et je pense que ça peut être, vraiment très intéressant de pouvoir échanger avec différents DJ et voir la vision qu'ils ont, la manière dont ils gèrent leurs prestations et le fait d'échanger comme ça, je pense que ça va pouvoir t'apporter énormément de contenu, de valeur, d'idées, d'astuces, de conseils et de méthodes en fait que tu pourras appliquer à ton propre business. Donc c'est la première interview avec Julien Stenkis de Faites comme chez vous. Juste avant que je te mette l'interview, ce que je te propose, c'est de t'abonner. Tu cliques sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Et ce que je te recommande fortement aussi, c'est de t'inscrire à mes emails privés. C'est le premier lien dans la description de la vidéo. Tu cliques sur le lien, tu mets ton prénom, tu mets ton mail. Et ce que je fais, c'est qu'on est déjà plus de 200. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est que je t'envoie des 2 à 3 emails par semaine contenant qui contiennent tout simplement du contenu inspirant, des astuces, des méthodes, une vision du DJ en événementiel. Et l'objectif de ces emails privés, en fait, c'est vraiment de t'aider à développer ton activité de DJ en événementiel. Donc, clique sur le lien, inscris-toi parce que tu es déjà en train de rater du contenu qualitatif. Voilà pour la petite intro. Écoute, je te laisse sur l'interview avec Julien de Faites comme chez vous et j'espère que ça te plaira. Bonjour Julien, j'espère que tu vas Salut Thomas. bien. Eh bien écoute, en grande forme, en grande forme. On se met bien, on passe des bonnes journées au soleil, au vert. Tout va très très bien. Ouais, je vois que du coup, t'es dans le jardin là, tranquillement, posé. Et effectivement, ouais, le petit jardin, le petit jardin. On a beaucoup de chance de pouvoir profiter d'un terrain de cette envergure pour pouvoir passer ces moments en ce moment qui sont un petit peu chaotiques au calme et puis pouvoir s'inspirer également pour projeter des nouveaux projets, les mettre en place pour le retour à la normale dans quelques semaines. Exactement. Donc ouais, en gros, pour toi, ça va les prestats, le confinement, c'est pas trop. Comment t'arrives à gérer du coup ces reports de dates Ah bah écoute, je t'avouerai que c'est la première fois de ma vie que je prends des vacances depuis quelques années, des vacances forcées. Non, sérieusement. Effectivement, bon, c'est un peu des vacances, donc on se permet d'optimiser certaines choses qu'on n'a jamais le temps de faire à côté. Site internet, communication, marketing, les musiques qu'on met dans des dizaines de dossiers sans pouvoir jamais ou jamais avoir le temps de les classer. C'est une bonne On y occasion, travaille. ouais. C'est une bonne occasion. Donc au final, le confinement, bon, oui, il n'y a pas d'argent qui rentre. Oui, effectivement, Macron a proposé une petite aide pour beaucoup d'indépendants. Il y en a qui en ont droit, il y en a qui n'ont pas le droit. Donc essayez quand même de faire votre demande et espérons que vous aurez le droit à ça. Et à côté de ça, profitez vraiment, j'insiste, profitez sur le fait qu'on puisse mettre enfin des choses en place, qu'on repousse continuellement chaque jour des années où on travaille beaucoup parce qu'on est tout le temps crevé, on était tout le temps sur des rendez-vous, sur des devis, sur des factures, sur des prestats, on rentre tard et on n'a jamais le temps de faire ce qu'il faut en fait. Donc Et aujourd'hui, on a le temps. ça fait du bien, ça fait un petit break effectivement. Et moi, c'est ce que je disais dans une précédente vidéo. L'idée, c'est déjà le côté vraiment perso, profiter de sa famille, essayer voilà, de s'appeler peut-être plus régulièrement, avoir plus de nouvelles, vraiment ce côté perso. Et effectivement, le côté pro, on est un peu à l'arrêt parce qu'on peut pas faire de prestations. Mais c'est justement ce que je disais moi sur ma chaîne, c'est vraiment le moment de bosser sur les choses importantes qui vont te faire avancer ton business. Effectivement, moi je parle souvent d'un écosystème DJ qui va comprendre ton site internet, ton image, les réseaux sociaux, les plateformes de mise en relation, etc. Et c'est vraiment effectivement un bon moment pour travailler sur tout ça, quoi. Et c'est ce qui va te permettre aussi derrière de pouvoir avoir tout simplement plus de clients, avoir une plus belle image de marque et de pouvoir du coup exploser 2020, 2021 et 2022. Donc, ok, Il faut, effectivement. il faut surtout se dire que les prestations dans notre milieu,
c'est peut-être quoi? 30% du boulot? Et les autres pourcentages, les 70% qui restent, c'est des choses qu'on peut mettre en place aujourd'hui, qu'on peut, sur lesquelles on peut travailler aujourd'hui, malgré le confinement. Donc, restons positifs. Il y en a plein qui aimeraient beaucoup travailler. Il y en a plein qui ne peuvent pas du tout jamais travailler parce qu'ils bossent pour les employeurs, pardon, ou autres. Ils ne peuvent rien faire de leur journée. Nous, on peut faire beaucoup de choses. Ouais, Profitons-en. carrément. Eh ben écoute, très bonne intro. Du coup, on va bon. Alors l'idée en fait de cette vidéo là, c'est qu'en fait moi j'ai prévu un petit questionnaire, donc une petite dizaine de questions, et puis bah au fur et à mesure je vais te poser les différentes questions. Puis bah du coup on va échanger tout simplement sur les différentes questions posées quoi. Alors du coup la première question c'est est-ce que tu peux te présenter en 5 minutes, voilà, expliquer un petit peu ton parcours, comment tu as commencé, aujourd'hui où tu en es, combien de prestations, le pourcentage de prestations par exemple privées, professionnelles, publiques, etc. Voilà, je te laisse la parole. Waouh, quel honneur, quel honneur. Merci Thomas. Alors, je m'appelle Julien Stenquist, j'ai 34 ans maintenant et ça fait depuis 2007 que je suis disque jockey, donc ça fait 13 ans. Et ça fait exactement depuis 2014 que c'est mon activité à part entière. Donc 6 D'accord. ans que je fais que ça. J'ai la chance de pouvoir faire que ça et je suis persuadé que tous ceux et celles qui souhaitent se mettre dans ce type de travail et d'en devenir dépendants du côté DJ, uniquement du côté DJ, peuvent y arriver et peuvent se lancer sur cette aventure-là, qui n'est pas facile tous les jours, mais on peut y arriver. Alors j'ai commencé comment? J'ai commencé en mixant dans des petits bars de la capitale à Paris. J'avais 3 personnes devant moi, j'étais payé 60 euros la nuit entière, ça c'était pas mal, ouais, ouais, Yes. 60 euros la nuit, tu vois un petit peu, on a tous commencé un peu comme ça, je dirais, hein, On a avec tous du matériel. commencé, exactement, on a tous commencé comme ça, donc il n'y a pas honte à commencer comme ça, vous allez évoluer au fur et à mesure, donc voilà, c'est C'est très bien c'est que... comme, Ouais. c'est comme dans toute activité, on doit faire ses preuves, on doit commencer quelque part. Il y en a qui ont la chance de commencer avec du bon matériel parce qu'ils côtoient des DJ qui sont de renom et qui leur proposent et qui les forment sur du bon matériel. Il y en a qui commencent tout seuls. Alors tout seul, c'est un grand terme, c'est pas commencer tout seul, mais Ouais. dans l'univers du disque jockey, j'ai commencé justement dans les petits bars à Paris avec 3 4 personnes devant moi, du 22h 4h, payé 60 euros, et je devais même payer mes consos si je me souviens bien. Donc c'est encore plus D'accord. relou. C'est encore plus relou. Mais Ah oui, tu m'étonnes. aujourd'hui, ça a bien changé. Donc après les bars, j'ai rencontré certains DJ, dont un qui est assez connu maintenant dans l'univers événementiel privé, qui s'appelle Mark Ryan, qui Ok. m'a donné ma chance, qui m'a fait mixer en boîte de nuit, qui m'a fait rencontrer plein d'organisateurs, et pour qui j'ai travaillé pendant quelques années en boîte de nuit, ce qui fait que j'avais un boulot la semaine, hein, attention, Ouais. j'avais un boulot la semaine, et à côté de ça, les jeudis, j'étais en after work, les vendredis et les samedis, j'étais dans des clubs à Paris. Donc je ne travaillais pas pour un club en tant que résident, je travaillais pour des organisateurs qui organisaient des soirées, qui faisaient appel à leurs DJ. Donc je D'accord. changeais d'endroit continuellement. Ce qui m'a donné un petit peu ce côté événementiel où on change de lieu très très souvent. Et j'ai fait ça pendant 7 ans. 7 ans de boîte de nuit à raison de 1 à 3 prestations par semaine. Euh, C'était assez difficilement soutenable avec un boulot en plus la semaine. Et au fur et à mesure, je me suis dit, mais attends, une prestation DJ, on s'amuse, on boit avec nos amis, on fait venir qui on veut, on drague comme on veut, on mange, etc. Et on est plutôt bien payé pour s'amuser. Alors qu'un boulot la semaine, tu te lèves très tôt, tu pars dans les embouteillages, tu as un patron avec des horaires à suivre, etc., qui a pas t'embêter, tu as des réunions à plus en finir qui te donnent envie de dormir, etc., etc. Pour être payé, allez, on va dire, j'étais payé 70 euros net par jour. Ouais. Alors, le calcul est vite fait. Le calcul est vite fait et à ce moment-là, tu te dis, c'est bien le monde de la nuit, c'est bien le monde du DJ, pourquoi pas essayer? Et à ce moment-là, je suis parti en Australie pendant un an. J'ai Ok. complètement arrêté le côté DJ. J'ai arrêté mon boulot, j'ai lâché mon appart, etc. Donc je suis parti en Australie avec mon ex-copine. Et au bout d'un an, j'ai eu l'occasion de mixer 2 fois d'ailleurs là-bas, c'était assez rigolo. Et au Ah, bout d'un an, je suis génial. revenu en France. J'ai repris un boulot et ce boulot m'a pas plu et je me suis relancé dans le côté DJ. Et à ce moment-là, comme j'avais perdu toutes mes places tout simplement en boîte de nuit, c'était assez difficile, surtout que j'étais plus à jour. Donc je me suis mis un peu à faire la location de matériel. C'est revenu D'accord. comme ça. Et j'ai remixé dans des bars à Paris, plutôt gros cette fois-ci, donc des bars plutôt sympas avec une bonne ambiance. Et j'ai commencé à investir dans du matériel pour quitter ce monde de l'employé, quitter ce monde de la routine pour me lancer dans l'événementiel privé en faisant des anniversaires et des mariages. Et depuis donc le 10 mai 2014, je fais que cela.
À 100%. à 100%. Et c'est pas facile, mais c'est possible. Il faut s'en donner les moyens, il faut persévérer et il faut travailler. C'est comme tout, il y a pas de, il y a pas de secret dans la vie, hein. Si tu veux y arriver, soit tu es pistonné et tu as de la chance, soit tu travailles. Et de mon côté, j'ai beaucoup travaillé. Et quand je disais ça à un de mes amis qui veut bosser dans ce milieu-là en ce moment, je lui dis, écoute, tu sais, quand j'ai commencé, bah, je me levais à 8 heures, je me couchais à 23 heures, et de 8 heures à 23 heures tous les jours, bah, je charbonnais pour trouver des clients, pour faire mes plaquettes, pour faire le marketing, la communication, le site internet, plein de choses. Et aujourd'hui, après 6 ans à faire que ça, j'en vis plutôt bien, à part en ce moment avec le confinement, bien sûr. Oui, Ça, forcément. En ce moment, c'est un peu plus compliqué, mais ouais. on vit plutôt bien. J'ai eu certaines personnes qui m'ont dit que j'ai été devenu un influenceur dans ce milieu-là et que certains DJ s'inspiraient de mes installations, de mes setups et de ma façon de faire. Donc j'en suis très touché et c'est vrai que je ne m'y attendais pas. Alors ce qui est rigolo, c'est quand on le recherche, on ne le trouve pas, on n'arrive pas à devenir ou peu influenceur. Mais quand tu le recherches pas et que tu fais juste ton taf comme tu penses qu'il doit bien être fait, et ben au final, tu te retrouves catapulté sous l'effet des projecteurs avec des gens qui te copient, des gens qui te posent plein de questions, des gens que tu formes et plein d'autres cas particuliers. Donc, ok, je suis arrivé à ce niveau-là. J'ai fait quelques conférences, notamment pour One Click DJ avec Manuel Zadik, Yes. avec pas mal de DJ. Donc, cette interview qu'on continue en ce moment avec Thomas est un petit peu une continuité à tout ça. Et Effectivement, ouais. espérant que ça continue sur le long terme et que je puisse toujours apporter on va dire, des bonnes idées, des conseils à ceux et celles qui souhaitent se lancer ou ceux et celles qui galèrent un peu et qui veulent vraiment persévérer dans ce milieu-là. Après, pour répondre à ta question, tu m'as dit le pourcentage de prestations. Ouais, à peu Euh, près, ouais, ça va. je vais pas donner le nombre de prestations que je fais à l'année. Puis bon, il y en a beaucoup qui croiront pas à ça. Thomas, il a vu mon planning, il sait de quoi je parle. Ouais, Euh, effectivement. ouais. Je dirais que c'est du 65% de mariage ou d'événementiel privé particulier et du 30%, 35% d'événementiel corporate. Donc D'accord. entreprise, soirée, séminaire, technique, etc. À proprement parler. Parce que au début, je me suis lancé tout seul. Enfin, tout seul. Dans l'événementiel, je me suis lancé tout seul, j'ai fait mes setups tout seul, j'ai fait des erreurs, etc. Mais j'avais un atout qui était même pas réfléchi, c'était quelque chose que j'ai fait comme ça, qui a porté ses fruits. C'est qu'à chaque prestation, je faisais beaucoup de photos, beaucoup de vidéos et je partageais beaucoup sur les réseaux sociaux. Jusqu'à un Yes. moment où, en mettant des belles photos, alors des photos prises avec un téléphone, hein, donc tout le monde peut faire des belles photos, j'insiste bien, en mettant des belles photos sur Internet, eh ben, il y a des gens qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé, qui m'ont repéré et qui m'ont donné ma chance de me leur montrer ce que je savais faire. Et au fur et à mesure, eh ben, le réseau s'est créé. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de personnes qui m'appellent en me demandant si je suis disponible sur certaines dates. Alors, pas du particulier, hein, pas Carpojat, non, non, je parle vraiment des sociétés techniques, des DJ, des sociétés événementielles qui m'appellent pour me faire bosser sur des dates. Et aujourd'hui, j'ai du 50-50 en termes de bouche à oreille et en termes de prospection. Ouais. Bah, c'est vraiment top et effectivement moi bah, alors dans les vidéos que j'ai faites sur ma chaîne j'insiste effectivement sur les photos, les vidéos, montrer vos prestations. Ça permet de quand vous allez faire tout simplement par exemple un rendez-vous client, ça permet de montrer le rendu de votre installation, les différents lieux dans lesquels vous allez et effectivement toi la grosse force que tu as aussi c'est qu'au début je pense pas que tu as commencé tout de suite dans des châteaux, des super domaines etc. Voilà, on a tous été dans des salles polyvalentes, classiques, des salles des fêtes, et puis au fur et à mesure, tu vas faire des prestats de plus en plus qualitatives, et la grosse force que tu as toi, c'est qu'il me semble quoi, sur YouTube, tu dois avoir plus d'une centaine de vidéos de tes mariages, un truc comme ça, et effectivement, ces photos, les photos de Julien, elles sont vraiment hyper propres, elles sont faites avec un Samsung, enfin un smartphone tout simplement, un petit peu retouché avec quelques applications de photos, et effectivement, en accumulant ce nombre de photos, etc., bah, ça donne envie tout simplement à vos clients de vous choisir vous. Ça fait un bel écosystème sur Internet, sur votre site Internet, sur vos réseaux, etc. Et du coup, ça donne forcément envie aux autres, à votre du coup, réseau que vous créez au fur et à mesure, de vous contacter et de travailler avec vous parce que voilà, c'est carré, c'est symétrique, le rendu est joli, il n'y a pas besoin non plus d'avoir une tonne de matos pour... voilà, on va en discuter un petit peu plus après pour le matériel, mais voilà, le matos ne fait pas la prestation de la qualité. Il faut effectivement un minimum pour pouvoir assurer un certain nombre
de prestations à l'année, mais voilà, les images, les photos, les vidéos, ça fait partie d'un ensemble qui te permettent effectivement de gravir ces échelons au fur et à mesure, quoi. Je rajouterais deux choses par rapport à ça. La première, c'est que le DJ, pour des particuliers, c'est la personne la plus difficile à réserver, à trouver. Surtout, c'est le terme que je voulais employer, à trouver. Le Ouais, lieu, ils vont le visiter. Le traiteur, ils vont le goûter. Le photographe, il va leur montrer les photos qu'il a faites. Très bien. Et le DJ. Et le DJ. Et ben, beaucoup de DJ arrivent en disant: oh, j'ai fait ci, j'ai fait ça fait 20 ans que je suis DJ, je connais ci, je connais ça. Et là, les clients leur disent: oui, mais vous avez des preuves de ce que vous avancez? Ah bah non, j'ai pas le temps de faire des photos quand je suis en prestation. J'ai pas le temps de faire de vidéos, j'ai pas de photos, pas de vidéos, pas de recommandations, j'ai rien, mais croyez-moi, hein, faites-moi confiance. ouais. Non, non, tout simplement non. Donc ça, c'est le premier point. Donc après, toutes les photos, toutes les vidéos, elles sont faites par moi ou mes rods qui sont avec moi sur des prestations, donc c'est très Yes. facile. Et aujourd'hui, lorsque je suis en rendez-vous client, alors tout le monde ne peut pas le faire, mais dans l'idée, je n'ai pas commencé comme ça, j'y suis arrivé au fur et à mesure, donc maintenant je peux le faire. Les invités, donc les mariés déjà, ils se déplacent chez moi, ça c'est un point important, donc ça Ouais. écrème la plupart des gens qui veulent juste une information ou juste un prix, donc ils se déplacent chez moi. Déjà une, je les accueille très bien, je les mets bien dans le canapé, etc. Et derrière quoi, ils sont en face d'un écran géant. Quand je dis écran géant, c'est une télé, hein, qui fait plus d'1,70 m de diamètre, où je leur montre tout, photos, vidéos, recommandations, site internet, et je leur montre vraiment tout ce qu'ils veulent voir. Forcément, déjà, c'est un gros plus par rapport à beaucoup de DJ qui arrivent avec leur feuille blanche et leur crayon de papier. Ça, c'est un gros plus. Et Clairement, ouais. quand effectivement j'ai une photo à leur montrer, donc un type de photo ou une photo bien particulière, je vais dans mon dossier, il y a marqué photo de prestation, je vais dessus, il y a marqué soit par événement, soit par type, soit les plus belles photos des années en cours. Et quand je vais dans les événements, bah, je ne vais pas dire combien j'en ai, mais j'en ai plus de 400 des événements qui sont tous triés par corporate ou par mariage. Alors quand les mariés voient sur l'écran géant que j'ai fait autant de prestations, ça donne beaucoup plus de crédibilité à la chose. Yes, exactement. Et ça, c'est Forcément, important, il parce faut que tu peux penser à ça. montrer ce que tu as déjà fait, ce que les différents lieux, que tu peux t'adapter à tout type de prestations, etc. Et en fait, c'est effectivement très très important la crédibilité et le fait aussi, la crédibilité, elle dépend de beaucoup de choses, notamment les photos, les vidéos, comme tu disais, les avis sur Internet, les recommandations. Et finalement, ta prestation, elle se vend d'elle-même parce que tu as fait tout ce travail en amont aussi, parce que c'est quand même un gros boulot aussi de faire les photos, les montages vidéo, etc. Mais honnêtement, c'est indispensable si tu veux vivre de ton activité et si tu veux développer ton réseau et puis bah, tout simplement tes prestations, quoi. Il faut, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, il faut aussi comprendre une chose, c'est que le DJ, le côté DJ dans notre métier, si on regarde bien les choses et qu'on prend du recul sur la situation, c'est quoi? 20%? 20% du boulot? 30%? Allez, Yes. 30% si vous voulez. C'est 30% du boulot. Dans un mariage, le côté DJ, le côté vraiment mixage, c'est quoi? 30%? Ouais. J'ai toujours tendance à dire aux mariés, quand j'arrive après l'ouverture de bal, pour moi, mon travail est fini. Je leur dis ça en rendez-vous. Ils sont choqués à chaque fois. Ils me Ouais. regardent en ne comprenant pas. Je le fais exprès, hein, je m'amuse un petit peu avec eux, Oui, en bah mode oui, ouais. séduction un petit peu, c'est rigolo. Et je leur dis oui, effectivement, aujourd'hui, tout le monde est capable de mettre I Got a Feeling, Alexandre et Alexandra. Bon, c'est des clichés, très bien. Mais tout le monde est capable de faire ça dans un mariage, peu importe les DJ. Après, effectivement, il faut ça rebondir, mettre les bons sons au bon moment, etc. Mais le plus dur, c'est la réactivité, la disponibilité, le relationnel, l'adaptabilité, comprendre les invités, se mettre à leur place, l'empathie, etc., etc. Donc oui, aujourd'hui, le boulot de DJ pur et dur dans une société événementielle, c'est 20% les amis. Donc le reste, c'est Yes. la communication, le marketing, etc., etc. Et c'est ça sur quoi il faut travailler. C'est comme un DJ qui est très connu. Un DJ très connu qui n'a pas d'agent, bah, il va rien faire. Ou il va bosser à droite à gauche dans les petits trucs. J'en connais des DJ qui sont 10 fois, 20 fois meilleurs que moi, mais les mecs, ils bossent pour 100 balles la soirée. Parce qu'ils ne savent pas se vendre à côté. C'est ça. Moi, Par c'est ce contre, que je. Ouais, vas-y. je connais des DJ qui sont bien moins bons que moi, sans me vanter. Et à côté de ça, ils sont bien meilleurs en communication, en présence sur les réseaux sociaux, en relationnel. Et ils cartonnent, mais 10 fois mieux que moi. Et ils vendent leurs prestations 2 fois plus cher que moi. C'est exactement ça. Moi, ce que je dis, en fait, c'est que ce que j'aime bien comme image, c'est le côté, t'as beau être le meilleur, enfin, t'as beau être le meilleur DJ du monde, si tu ne sais pas le montrer, tu continueras à mixer dans ta chambre.
tout Et simplement. je vais même rajouter à cette petite métaphore que tu me fais là, et c'est tout à fait vrai, hein. Tu peux être le meilleur, si tu ne montres pas, la personne t'appellera. Et tu peux être le moins bon, si tu le montres, et que tu es le seul sur le marché, on va admettre ça, tout le monde va t'appeler. Yes, c'est Donc exactement ça. aujourd'hui, il suffit pas d'être le meilleur. Et c'est d'ailleurs même pas le but recherché, parce qu'aujourd'hui, qu'on soit excellent DJ, ce n'est pas du tout ce qui plaît aux mariés, hein. Clairement, entre nous, c'est pas ça le but, hein. Le but, c'est est-ce qu'on va être fiable? Est-ce qu'ils peuvent se reposer sur nos épaules? C'est ça vraiment le truc important pour les mariés. Donc aujourd'hui, être un DJ, c'est ça. Pour l'événementiel, je parle. Aujourd'hui, il y a plein de DJ qui n'arrivent même pas à enchaîner deux morceaux et qui demandent 2000, 3000 euros la prestation et qui arrivent très bien parce qu'ils ont Effectivement, compris. c'est ça. Donc, tu peux être très bon en DJ, mais pas te montrer, pas faire publicité, pas communiquer, personne ne va t'appeler. Mais tu peux être une grosse daube, on va dire, et bien communiquer, et tout le monde va t'appeler. Yes. Très belle intro. Écoute, on va continuer. Donc ça, c'était la petite présentation. Moi, j'ai mis là sur le live quelques petites photos de ton site internet, etc. pour qu'on voit un peu ce que ça donne. Tu vas d'ailleurs Euh, changer le site. Tu vas d'ailleurs changer. J'en profite du confinement pour retravailler sur le site. Il y a un nouveau site qui est sorti yes. dans temps. Ah, Bien super. meilleur. Eh ben Bien, écoute, bien meilleur. il était déjà très très qualitatif comparé à ce que je peux voir et à ce qu'on m'envoie et on me demande des avis, etc. Mais effectivement, c'est toujours bien aussi d'améliorer, d'incrémenter et puis aussi de s'adapter parce qu'en fait, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que le côté digital en fait arrête pas d'évoluer d'année en année et du coup, il y a toujours des différentes techniques pour le référencement, pour l'agencement d'un site internet, pour vraiment optimiser qu'on appelle ça l'UX, enfin en gros l'utilisation des prospects, des clients, etc. Donc c'est toujours bien aussi de régulièrement faire des mises à jour, mettre les nouvelles photos, ajouter tout simplement des backlinks ou même tout simplement des articles de blog pour référencer encore mieux ton site, Très etc. Donc important, ça, hein. ouais. Très important. Ok, donc du coup, ça c'était la petite présentation de Julien. On va continuer avec la question suivante. Alors la question suivante, c'est ton style de musique préféré. Parce qu'en fait, Oh là là. parce que moi on me demande souvent ça. En fait, nous on est DJ généraliste, donc on peut vraiment on peut passer vraiment de tous les styles de musique. Mais quel est ton style de musique préféré à toi perso? Parce que je vois qu'en ce moment, tu fais beaucoup de lives. D'ailleurs, c'est juste génial. Vous pouvez retrouver ces lives sur sa page. Vous avez les infos dans la description de la vidéo. Tu fais beaucoup de lives avec différents styles, lounge, chill, des musiques années 80, 90, un petit mélange, un peu house, électro. Enfin, c'est juste génial. Et du coup, ton style de musique préféré, c'est quoi? Je peux pas dire que C'est dur, hein? c'est toujours la question qu'on nous pose et qui nous mettent dans l'embarras, ça, Ouais, hein. carrément, C'est c'est clair, pas ça, hein. évident. Non, clairement, je pourrais pas répondre à cette question avec quelque chose de très direct. Je pourrais pas. Je vais surtout dire que j'ai eu des passages, j'ai eu des moments où je m'intéressais beaucoup à la funk, où je m'intéressais beaucoup aux variétés françaises, ou à l'électro, ou au hip-hop, rap et R&B. Là, récemment, c'était ces 2 derniers mois, c'était R&B, hip-hop, rap à l'ancienne, années 90-2000. Ah Je suis yes. beaucoup axé sur les années 90, 2000, 2010, hein, c'est mon époque. Je suis beaucoup axé là-dessus, 2000, 2010, surtout en ce moment. Maintenant, un style de musique, clairement, j'en ai pas. J'en ai pas plus que ça. J'ai des titres que j'aime bien. Forcément, comme tout le monde, on a tous des goûts et des couleurs différentes. Mais j'ai pas un style de musique. Je passe un peu par tous les styles parce que, comme tu l'as très bien dit, Thomas, quand on est DJ généraliste, on se doit de connaître les titres phares de chacun des styles. On ne doit pas connaître 50 titres de chaque style. On doit connaître les 10-15 titres qui feront jumper les gens de chaque style. Ça, c'est notre travail. On vient nous voir dans une soirée, on nous demande du latino. Il faut avoir 10-15 morceaux à balancer en latino pour faire jumper et danser les gens. Tu es obligé d'avoir ça dans tous les styles. C'est un exercice d'ailleurs que je donne à beaucoup de mes disques jockey. Et je vous recommande d'ailleurs de le faire. Et c'est vachement bénéfique pour la culture musicale. Donc non, j'ai pas de style de prédilection. Je change de style tous les 2-3 mois. Je change et j'apprends des nouvelles choses quotidiennement. Bah, ce qui est important en fait, là, parce qu'en gros, ceux qui nous regardent, c'est vraiment des DJ en événementiel, alors que ce soit débutants, confirmés, qui ont un métier à côté ou indépendants, etc. Ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est qu'ok, t'as pas spécialement de style, mais l'idée c'est avoir une culture générale globale. De toute façon, bon, si vous faites ce métier-là ou que vous vous intéressez au DJing, c'est que vous adorez la musique. Et le but, effectivement, c'est d'aller chercher. En plus, aujourd'hui, par exemple, avec Spotify, Deezer, YouTube, etc., on a accès vraiment à un panel énorme de musique. Et c'est ce qui permet justement de toujours garder cette curiosité et puis
d'avoir effectivement l'idée dans les soirées en événementiel. Le but, c'est vraiment de mettre de l'ambiance, de faire danser les invités, de fédérer. Et du coup, bah, effectivement, avoir vraiment le top, on va dire, ouais, top 15, top 20, peut-être top 30 des musiques par style, c'est vraiment indispensable pour pouvoir cartonner une soirée. Et il ne faut pas oublier que ça évolue, ça aussi. Donc le top 10, top 30 d'aujourd'hui, dans 2 ans, ça ne sera pas la même chose. Donc il Exactement. faut de temps en temps prendre quelques heures pour vérifier ça. Je vais vous dire, récemment j'ai mis à jour mon top 30, top 20 plutôt, de tout ce qui était musique portugaise, tout ce qui était musique brésilienne, tout ce qui était musique anglaise, etc. etc. Donc vraiment du pays, hein, je parle, hein, parce que bon, on peut jouer nous en France. Mm. Tout ce qui est musique italienne notamment aussi, ou allemande, j'ai fait mon top 20 et qu'est-ce que ça m'enchante de dire que ça m'a servi. Et des gens ils sont venus me voir pendant une soirée, ils m'ont dit ah, tu peux pas nous mettre une musique italienne. Je leur ai montré mon top 20, mais ils ont dit mais en fait t'es un DJ italien toi. Bah non, j'ai juste fait quelques recherches sur Google. Et pour conclure sur ce point-là, je dirais qu'on n'a aucune excuse. On a Carrément. aujourd'hui des outils formidables pour pouvoir justement nous aider et faire le travail très rapidement et sans aucune contrainte, sans aucun problème. Télécharger de la musique, tout le monde sait faire maintenant. Trouver un top 10, top 20 des musiques les plus connues de tel pays, en un clic, c'est fait. Yes. Clairement, les mecs, et pour certains, qu'est-ce que vous attendez? Les C'est vrai gars, ça, vous êtes en confinement, c'est l'occasion de faire c'est tout ça. ça. Voilà, c'est très bien. Ok, du coup, on passe à la question suivante. Alors, question suivante. Alors, ça, c'est une question qui revient hyper régulièrement là. Que ce soit sur Facebook ou quand on m'envoie des mails, etc. On me demande est-ce que tu pourrais nous faire une vidéo sur, par exemple, l'analyse. Alors, c'est ce que j'ai fait dans la dernière vidéo, analyse d'une playlist de mariage. Et du coup, la question qui en découle, c'est est-ce que tu prépares tes sets ou est-ce que tu les fais au feeling? Et du coup, il y a beaucoup de DJ qui se posent la question de savoir comment on enchaîne, alors il y a la partie vraiment technique, comment on enchaîne les sons. Ça, il y a plein de vidéos, il y a plein de youtubeurs qui vous apprennent tout ça, etc. Euh, mais l'idée, c'est comment structurer ta playlist, comment trouver le bon son qui va au bon moment. Et du coup, bah voilà. Est-ce que tu prépares tes sets ou est-ce que tu fais ça au feeling ou un petit peu des deux? Quelle est ta philosophie par rapport à ça? Euh, Aujourd'hui, je suis plus gérant d'entreprise que DJ. D'accord. Ça, c'est déjà quelque chose à avoir en tête. Ouais, Donc, j'octroie moins de temps à ma playlist et à ma culture musicale qu'avant. Donc, ça, c'est quelque chose d'important à avoir en esprit. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si tu me demandes les 10 derniers titres qui viennent de sortir, je suis incapable de te les donner. Par contre, à côté de ça, je suis très organisé. D'une part, par rapport aux playlists que j'ai pu effectivement utilisé et ou que j'ai enregistré, que je me suis gardé sous le coude parce que ça a bien marché, ou des playlists type les 30 morceaux pour attirer les filles sur la piste, donc les morceaux girly, les 30 morceaux pour les gays également, parce que notre communauté gay, je travaille beaucoup avec des gays, donc ça fait plaisir d'avoir des morceaux bien ciblés. ouais, Les, carrément. euh, bon bref, plein de choses comme ça, les 30 morceaux des comédies musicales qui cartonnent, les 30 morceaux pour faire des chorégraphies, etc. etc. Ça, je me suis organisé ça et ça paye. Aujourd'hui, je vais répondre quand même à ta question que tu m'as donnée il y a quelques instants. Est-ce que je prépare ma playlist ou non? Quand je vais sur une prestation, je ne sais pas ce que je vais jouer. Tu ne peux pas savoir. Aucun DJ ne peut savoir. À part si c'est un DJ guest qui vient faire son show de 1 heure et qui prend ses 1000 ou 1500 euros et qui part juste en ayant fait 1 heure de mix parce qu'il a joué sa musique, qu'il sait jouer et il ne s'est pas pris la tête. Bon, ok, ça, c'est pas notre cas, on est dans l'événementiel Et légal. on l'a booké aussi pour qu'il joue sa musique. C'est ça. Différence entre le DJ club, DJ guest qui lui est invité parce qu'il a une certaine, une musique spécifique ou un style spécifique, et le DJ événementiel qui lui est là pour s'adapter à la piste. Et alors que le DJ guest, il est là pour passer ce qui Jouer s'est ses sons. passé et jouer ses sons, et les clients viennent l'écouter lui, à l'inverse du DJ événementiel. Qui Ouais, lui doit s'adapter aux personnes qu'il a en face de lui, tout à fait, c'est le travail. ouais. Donc aujourd'hui, je ne sais pas ce que je vais jouer quand j'arrive sur une piste de danse. Bon, bien sûr, j'ai une vague idée, hein, comme tous les DJ, on sait à peu près vers où on va aller, ce qu'on a envie, le feeling qu'on a dans le jour J, etc. Mais on va voir ce qui se passe devant nous. On ne peut pas dire, tiens, je vais mettre des choses pour les seniors pendant une demi-heure, et puis une demi-heure après, je vais mettre un tube électro pour que les jeunes y viennent, et puis ils vont venir, donc ça va se passer comme ça. Non, ça oublie. Oublie. Ouais. En boîte de nuit, oublie. En événementiel, oublie. C'est pas possible.
Euh, Ça, c'est pas possible. Donc après, on a des standards. On sait qu'est-ce qui va ramener les gens sur la piste. Un autre travail que les DJ peuvent faire, c'est faire le top 20 des plus grosses cartouches que vous pouvez utiliser. Les morceaux qui, quand vous allez les jouer, vous le savez pertinemment qu'ils vont remplir la piste. Ça peut être un Madison, ça peut être un Magic in the Air qui est toujours depuis 2014 un titre incontournable, même si ça commence à être un peu rébarbatif. Ça commence à être un peu long, mais par exemple, tu parlais du I Got a Feeling au Ouais, début. aussi. Bah voilà, c'est un son, tu sais que quand tu le passes, tu vas remplir quand même énormément la piste, quoi. Donc effectivement, avoir ces cartouches-là, ouais, c'est Donc, indispensable. Ouais. tu dois avoir une sorte de ligne de mix, on va dire de minuit à 5 heures du matin. Tu as une ligne, et dans cette ligne-là, tu as, admettons, 30 cartouches que tu connais, et tu sais que tu as 30 fois la possibilité de faire une erreur, on va dire. De faire une petite erreur où les gens vont dire oh, c'est bizarre cette chanson, bon, finalement, je vais peut-être pas danser. Et avec ces cartouches-là, tu vas refaire en sorte que la piste se remplisse. Donc, ça, c'est déjà une idée. Ensuite, de mon côté, comme je vous disais tout à l'heure, je suis très organisé sur ma gestion musicale de playlist et de bibliothèque. Ce qui fait que je me garde toutes les playlists qui ont superbement bien marché sous le coude. Je dois en avoir à peu près 60 de mon côté, parce qu'on est tous humains, on est tous fatigués à un moment ou à un autre, on nous manque tous de créativité et d'inspiration. Et quel plaisir, quand on manque de créativité et d'inspiration, de retourner sur une playlist qu'on a jouée hier ou la veille ou il y a quelques jours, quelques semaines, etc. En se disant ah mais j'avais joué ça, c'était super bien, c'était un bon son. Ah tiens, je vais le remettre aujourd'hui parce que je pense que ça va cartonner. Alors quand je dis je pense que ça va cartonner, ça dépend de l'énergie que les gens dégagent sur la piste, ça dépend de la moyenne d'âge sur la piste de danse, ça dépend si tu sais que ton public est du type à danser sur du rock ou du twist plutôt que à s'amuser sur comme du festival sur l'électro. Ça dépend de plein de choses. Bon, après, on va pas se mentir. Aujourd'hui, on est dans l'événementiel. Toi et moi, Thomas, et comme beaucoup de DJ qui vont écouter cette vidéo, on est dans l'événementiel. Et dans l'événementiel, je pense, sans me tromper, dire que avec une playlist de 150 morceaux, on peut faire 95% des soirées. C'est pratiquement toujours les mêmes morceaux qui vont revenir. Yes. Alors, c'est la facilité, c'est ma facilité aujourd'hui, et ça cartonne comme ça, et j'en suis très content, ce qui me permet de dégager du temps pour autre chose de plus important et de plus lucratif que de gagner des morceaux en plus ou en moins sur la playlist. Alors, bien sûr, j'incorpore les dernières nouveautés, bien sûr, j'enlève des choses qui marchent de moins en moins. Oui, on fait toujours des ajustements. Mais à côté de ça, oui, avec 150 morceaux, je peux faire 90% 90% des soirées qu'on me demande. Ouais. C'est exactement ça l'idée, ouais. Ouais, je vois, et c'est assez marrant parce qu'en fait, finalement, on partage la même vision là-dessus. Il faut se dire aussi que les gens, en fait, quand ils viennent en soirée, alors bien évidemment, il faut adapter le type de musique à l'événement et à la type enfin, au type de client que tu vas avoir. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est que les invités sont là pour s'amuser, pour s'ambiancer, pour s'éclater ensemble, pour partager des moments. Donc si par exemple tu arrives dans une soirée d'entreprise et que tu passes que des sons hyper pointus, hyper underground que personne connaît, et bah forcément l'ambiance va pas prendre. Donc il faut arriver à doser effectivement ces grosses cartouches, et de temps en temps aussi peut-être tester, on teste régulièrement des petits sons qu'on a trouvé sympas ou des petits remixes, etc. Et en ayant cette base avec les musiques que tu sais qui vont fonctionner, tu peux de temps en temps intégrer des petites musiques spécifiques ou d'autres petits remixes voilà, qui te démarqueront un petit peu, et puis tu pourras tester au fur et à mesure comme ça tout simplement pour voir si ça fonctionne, quoi. Donc, ok. Tu as dit quelque chose de super important. On est dans un milieu festif. Les gens veulent s'amuser, veulent s'éclater. Il faut le garder à l'esprit. On n'est pas dans un milieu pour faire découvrir de la musique. Ça, c'est en boîte de nuit ou dans des bars underground, etc. Ouais. On est dans un milieu où les gens veulent entendre des musiques qu'ils connaissent pour pouvoir avoir un lien avec elles, pour pouvoir se dire tiens, je connais, je vais me projeter dedans. Tu vois. Si tu leur mets une musique qu'ils ne connaissent pas, ils ne vont pas danser. Même s'ils sont sur la piste, tu leur mets une musique qui cartonne ou qui va cartonner dans un an ou dans 6 mois ou dans 3 mois, mais ils ne la connaissent pas, ils ne vont pas danser. C'est hallucinant, c'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça que l'événementiel, niveau musical, est un peu plus facile que la boîte de nuit. La boîte de nuit, il faut constamment se mettre à jour, et tu n'es pas là pour faire du festif, tu es là pour que les nanas dansent et pour que les mecs aillent les draguer. Ça, c'est encore une autre chose. Et justement, pour que les garçons achètent des consos. exactement. Parce que c'est C'est pour l'idée ça que des aussi, fois, hein. en boîte de nuit, tu peux tester des trucs un peu chelous, on va dire, mais qui vont avoir un impact positif au final. C'est que les invités, les gens, les danseurs sur la piste, ils vont arrêter de danser. Très bien, ils vont faire quoi? Eh bien, ils vont aller boire un coup et ils vont payer.
C'est ça qu'il faut avoir à Ouais. l'esprit. En boîte de nuit, tu peux plus tester ou tu peux plus être un peu plus pointu underground que en playlist généraliste d'événementiel privatif. Ouais. Parce que là, tu fais une erreur avec un son que les gens n'aiment pas, ils vont quitter la piste instantanément. Et C'est après, ça qui est c'est difficile. compliqué de les faire revenir, etc. Enfin, si tu fais deux, trois sons qui plaisent pas, tu peux être sûr qu'à la fin de l'événement, l'organisateur va venir te voir et va dire ah ouais, c'est un peu dommage parce que ça a bien pris, mais de temps en temps, vous mettiez des sons qui sont un peu trop, qui sont un peu, qui étaient pas vraiment dans le même style. Du coup, c'est mitigé, quoi. Ouais, Et on a tous eu ce cas-là, on a tous eu ouais, ce cas-là, il faut pas se mentir. Même moi, j'ai vidé des pistes, ça m'est arrivé, ça m'arrive des fois encore là. Voilà, quand j'ai vidé des pistes, hein, c'est pas de me retrouver avec une piste à 0 personne pendant 2 heures, hein, c'est pas ça. C'est bah, à un instant T, il se passe quelque chose qui fait que bah, y a personne qui vient sur la piste, que ce soit de ton fait ou pas. Hein, ça peut être, voilà, récemment j'ai mixé pour une soirée, c'était 250. La ouais. soirée, je devais commencer à mixer à 22h30 jusqu'à 2h du matin. Il y avait personne sur la piste jusqu'à 1h du matin. Il y avait personne sur la piste. Et la soirée s'est terminée à 2h, 250 personnes. Ils étaient où? Au bar, dans une autre salle. En train de Donc il discuter, en train de... Ouais. faut pas toujours tout prendre personnellement. Ça, c'est un premier point. Et il faut surtout pouvoir se, se juger. Alors, c'est pas se juger, je voulais dire, mais plutôt de prendre du recul, se remettre en question et se dire bon, là, j'ai mis ça, peut-être parce que ça me fait kiffer moi, parce que j'adore ce son, parce que si ou parce que ça. Au final, on s'en fout. C'est pas toi le centre d'attention. C'est la piste qui va te dire si tu fais du bon boulot ou pas. C'est Si la piste exactement il y ça. a du monde, c'est cool. Peu importe le son que tu mets, peu importe le matériel que tu mets. Par contre, si tu mets une tonne de matériel et tu joues les meilleurs sons du moment en boîte de nuit qui est dans un mariage, ça risque de coincer quand même. Exactement, ouais. Ça va être. Ok, bah écoute, du coup, donc c'était la troisième question. On va continuer. Comme on a donné pas mal de pistes là déjà. Je pense que c'est pas mal. Ah ouais, plutôt, ouais. Là, tu sais, Ah, ils vont écouter la vidéo au moins 20 fois, là. c'est de la pépite en barre ce qu'on vous donne, hein, clairement. Et c'est justement l'objectif, hein, de vous donner vraiment une vision différente. Et finalement, vision différente, pas tant que ça, hein, parce qu'on se rejoint quand même sur beaucoup de choses. Et puis le but, ça va être de faire plusieurs interviews avec plein de DJ différents. Et puis on verra, je pense que dans la globalité, on est quand même plutôt cohérents tous ensemble. Allez, du coup, donc question suivante. Alors, là, on va parler un petit peu plus de matos. Est-ce que tu es plus contrôleur, vinyle timecode, platine ou Spotify avec ton téléphone? Voilà, c'était vraiment le côté technique pour savoir un petit peu ce que les DJ utilisent le plus, enfin, pas forcément plus, mais savoir sur quel matos tu bosses et pourquoi. Si tu as une petite explication sur le côté fiabilité, Alors, utilisation euh, au quotidien, etc. à une époque, j'étais sur une grosse régie pionnière, CDJ 800, 1000 MK3, etc. Ouais, Parce que c'était ce qui était en club. C'est comme ça que j'ai commencé d'ailleurs, avec des DGM 800 et des CDJ 1000 MK3. Bon, j'ai acheté la même chose pour chez moi et j'ai commencé justement, par rapport à l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure, à faire du privé. mm, Et prendre cette régie-là pour aller mixer dans un bar, comment te dire, c'est un peu la merde. Donc, un beau jour, on m'a dit, écoute, Julien, essaye des contrôleurs, tu vas voir, tu vas kiffer, etc. J'en ai acheté un, j'étais vraiment pas rassuré du tout, hein. Le truc, je me suis dit, attends, je vais tester, ça se trouve, ça va merder, ça va pas me plaire, le jog est trop petit, il y a ci, il y a ça, bon, ok. On a les a priori et on essaye. Et à ce moment-là, j'ai juste surkiffé, en fait. J'ai juste surkiffé parce que tous les points non confortables d'une régie, une grosse régie pionnière, par exemple, étaient supprimés avec un contrôleur. C'est petit, c'est fiable, c'est pas lourd, ça se range facilement. Tu prends ça dans une sacoche, tu prends le métro, personne te voit, personne t'embête. T'as pas besoin de prendre ta voiture, ça prend pas de place sur une table, ça te pète pas le dos, etc., etc. Alors, forcément, aujourd'hui, je le redis, hein, je suis gérant d'entreprise. Le côté DJ, pour moi, maintenant, il passe un peu en second. Aujourd'hui, j'ai pas envie de me péter de dos, les amis. Aujourd'hui, j'ai pas envie de prendre ma voiture à chaque fois que je pars en prestation. Aujourd'hui, j'ai juste envie d'arriver, faire le boulot correctement et peu importe le matériel, il sera fait et les invités vont s'amuser. Ça, il faut garder ça en esprit. On s'en fiche du matériel, on s'en fiche d'avoir la dernière régie qui vient de sortir il y a 3 minutes là. Non, non, les mecs, arrêtez. Mettez pas de l'argent là-dedans. C'est juste pour vous faire plaisir, c'est juste pour votre ego, ça, hein. Aujourd'hui, ah, ce qu'il faut, c'est c'est que le boulot tellement soit fait. ça. Il faut que le boulot soit fait. Si les gens qui dansent, ils sont contents parce que vous mixez sur un iPhone,
Clairement, bah, mixer sur un iPhone, les mecs, ceux qui mixent sur clé USB, ils se pointent en boîte de nuit, ils se pointent avec les mains dans les poches, hop, 2 clés USB, c'est réglé, ou même une maintenant. Ouais. Et les mecs, ils y arrivent très bien. Bon, la régie est sur place. Alors aujourd'hui, je mixe sur contrôleur exclusivement. J'ai arrêté tout ce qui était platine, CDJ, donc platine CD. Les clés USB, je n'ai jamais touché à ça parce que je préfère largement utiliser mon ordinateur. Partout où je vais, j'ai mon ordinateur avec moi. Ok. Et le côté vinyle, par contre, c'est différent. Le côté vinyle, ça revient à la mode parce qu'il y a le toucher, il y a le show du DJ. Le DJ fait un travail artistique. Il ne fait plus un travail juste de passer des musiques, il fait un travail artistique. Yes. On connaît un DJ qui s'appelle Jimmy Gaumont qui bosse pratiquement que sur vinyle et le voir mixer sur vinyle, c'est quand même plus sympa que de voir nous mixer sur contrôleur. C'est sûr, hein, je ne vous cache pas. Maintenant, les mecs qui bossent sur vinyle, il y en a beaucoup qui veulent l'utiliser pour faire un peu de show et ils ont raison. Maintenant, en termes de qualité de mix, je pense aujourd'hui, hein, peut-être que je me trompe, mais je vais dire que utiliser un contrôleur avec un ordinateur pour faire de l'événementiel, c'est plus facile. C'est le plus facile, ça ne te casse pas le dos, etc. Il y a beaucoup d'avantages. Bon, bien sûr, après, pourquoi pionnière? Parce que, bon, la fiabilité, c'est comme quand tu... Enfin, la fiabilité, des fois, tu as des conneries aussi qui t'arrivent. Hein, Ouais. ouais, je suis à mon 5e contrôleur, quand même. Ouais. Hein. Je voulais dire pionnière, pionnière, s'il te plaît. Sponsorise-moi un petit peu, j'arrête pas d'en acheter. Est-ce que tu peux Non, m'en après, c'est envoyer vrai un que, gratuitement, s'il te je te plaît? jure. Après, quand tu fais 5 prestations par semaine pendant 6 mois, le contrôleur il commence à prendre cher. Hein. Faut pas se leurrer. Mais à ce moment-là, tu peux t'en acheter un contrôleur. Donc, c'est pas si grave que ça. Mais pour terminer et conclure, oui, je suis contrôleur à 100%. J'ai lâché et j'ai revendu mes 2 régies pionnières, les grosses régies que j'avais. J'en avais une chez moi et une pour partir en prestation. J'ai tout revendu. Ça me soulage, ça me fait du bien. C'est beaucoup d'encombrement, beaucoup de poussière pour rien. Parce que nous, on est dans l'événementiel. Un DJ qui va mixer en boîte de nuit ou en festival, mais bien sûr que tu vas pas prendre un contrôleur. Quoique. L'année dernière, pour le bal des pompiers d'Auxerre, avec 6000 personnes, j'étais sur contrôleur. Hein. Bah Mais bon. écoute, ça Et fait t'as fait le, des ça effets. fait le job, effectivement, ouais. Donc, pour ceux qui mixent en club, oui, bien sûr, avoir des platines pionnières à la maison pour s'entraîner, pour tester des trucs et tout, oui, effectivement, c'est intéressant, c'est judicieux. Mais pour nous, dans l'événementiel, pour passer Alexandra, Gotha Feeling et compagnie, clairement, que tu sois sur des CDJ qui viennent de sortir, qui sont des CDJ 4 millions ou autre truc, ça ne changera pas ton mix et ça ne changera pas que les gens ils vont kiffer ou pas en fonction de ta sélection musicale. C'est exactement ça. En fait, moi, ce qui me fait marrer, là, il y a le dernier Pioneer XDJ XZ, si je me trompe pas, qui est sorti. Et en Et fait, de quoi? qui vaut une blinde. Et qui vaut ouais, dans les 2000-2200 euros. Et en fait, j'ai vu, alors j'ai énormément de DJ sur mon feed, enfin sur mon Facebook, et j'ai vu je sais pas combien de DJ en fait qui ont acheté le dernier contrôleur, qui l'ont commandé dès sa sortie, etc. Les mecs ont dépensé 2200 euros là-dedans. Alors, le premier point, je pense que c'est quand même important de se faire plaisir au niveau de la régie. Parce que c'est ton élément, enfin, c'est le matériel, ton outil de travail, exactement, que tu vas utiliser vraiment énormément. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas parce que tu vas avoir le dernier modèle que tes clients vont plus s'amuser ou que la plus-value elle va être plus grande, etc. Donc c'est important de se faire plaisir parce qu'on reste quand même dans un métier passion. Mais je veux dire, je vois, il y a beaucoup de DJ qui n'arrêtent pas d'acheter les derniers modèles, les CDJ Nexus 1, les 2, les 3, la dernière table, etc. Et puis en fait, quand on discute ensemble, ils me disent ah, comment on fait pour avoir plus de clients? Bah, si tu mettais l'argent que tu as mis dans ton contrôleur dans un beau site internet ou d'investir, je sais pas, dans un appareil, un réflexe ou un petit compact qui filme bien, que tu investis, je sais pas, dans de la pub Google, que tu investis sur une plateforme de mise en relation, etc., et bah, du coup, tu pourras te payer autant de contrôleurs que tu veux après. Mais voilà, c'est assez marrant, mais moi, ce que j'ai comme vision du DJ, c'est que ce qui est important, alors je ne vais pas me faire des amis en disant ça, mais ce qui est important, c'est ce qui sort des enceintes. Et c'est ce que vous allez faire ressentir à vos invités sur la piste. Si tu mixes avec un iPad et qu'il y a des mecs, je vois des mecs sur Internet aux US, là, il y a des mecs qui mixent avec un iPad et qui mettent l'amende à tous ceux qui ont 3 CDJ Nexus 2 avec une DJM 900 Nexus machin. Ce qui est important, c'est ce qui sort des enceintes, d'accord? Et ensuite, effectivement, comme tu dis, Julien, je pense que c'est très important quand tu es en DJ en événementiel, tu vas avoir
ton camion rempli de matos, il va falloir installer, désinstaller, déplacer, etc. Ce qui est important, c'est d'avoir du matos fiable, qui est compact, qui est facilement installable, qui est rapide en utilisation. Et en fait, c'est aussi pour ça que moi, j'avais effectivement le rêve, quand tu commences, c'est d'avoir les deux grosses platines, la grosse table de mixage, etc. Et puis quand tu passes à 60, 70 ou même plus de 100 dates à l'année, bah, tu te rends compte que voilà, tu remercies ton dos, c'est plus léger, c'est plus compact, et puis ça fonctionne effectivement très très bien, quoi. Il y a une phrase qui est dans l'univers des médias et dans le cinéma. Et alors ici, il y a une tempête qui se lève et j'ai le mouvement qui va partir en mode tornade, ça va être rigolo. Attention. Il y a une phrase qui dit que less is more. Et on ne peut pas résumer mieux que ça. Hein. Exactement. Faire moins, c'est toujours mieux. C'est que ce soit pour le matériel luminaire, ou les enceintes, peut-être pas, mais la lumière, ou la régie, etc. Non, j'ai pas le coronavirus, pas encore. Attention. Heureusement faut qu'on fait un ouais. Skype. Je te jure, si je vais te postillonner, tu vas voir. Donc ouais, aujourd'hui, pensez à votre dos, les amis. Pensez à votre énergie et focalisez votre énergie sur les choses qui en ont vraiment besoin. Quand tu décharges un camion qui fait 900 kg de matériel pour un petit mariage, parce que bah, déjà une flycase avec des, avec des prises électriques, des multis, etc., c'est 80 kg. Donc ça va très vite, des embases lourdes, ça va très vite aussi, etc. Donc juste tu décharges 800 ou 900 kg, clairement tu as envie de minimiser la place dans ton camion déjà pour éviter d'avoir un 36 tonnes, bien sûr. Ouais. Et tu as envie aussi de minimiser le poids, pour que ce soit plus facile et que tu puisses garder ton énergie pour la mettre au service des mariés ou des organisateurs. Et pas uniquement pour dire, oh bah je viens d'installer, oh super, c'est cool, ah bah non, je suis crevé, bon maintenant je vais faire une sieste. Non, non, c'est pas possible ça. Effectivement, c'est vraiment Sans compter un à point 5 heures essentiel. du matin. Sans compter à 5 heures du matin, il faut tout remettre dans le camion. C'est clair, c'est tellement ça. Et là, Ok. tu as la régie. Là. Et là, ta régie, tu la vois, tu la regardes du coin de l'œil et tu fais, ah, cette saloperie. Oh non. Dans les fly J'aime pas celle-là. cases, faut Je vais la faire prendre. ouais, 2 allers-retours pour juste une régie, sachant que tu as encore les totems, les lyres, les enceintes, etc. Donc, bon. Après, il Oh, n'y a pas de vérité. Hein. Chacun fait comme il veut, chacun fait comme il le sent, chacun mixe sur ce qu'il a envie. Et comme il disait Thomas, on a besoin tous d'avoir sa régie sur laquelle on se sent à l'aise et qui va nous permettre de mixer correctement parce on est content. Donc, si tu veux mixer sur grosse régie pionnière, bah, prends sa grosse régie pionnière. Fais comme tu entends, man. Maintenant, si tu veux faire 6, 7, on va dire 5 dates par semaine, ce qui est déjà beaucoup, même 3 dates par semaine, ça c'est facilement envisageable. 3 dates par semaine avec la grosse ouais, régie pionnière. Bon, on en reparle dans 6 mois. Hein. c'est ça, exactement. Ok, donc du coup, ça c'est un petit point sur le matos que tu utilises. Et puis, du coup, on va passer à la question suivante. Alors, je pense que celle-là, on y a déjà un peu répondu dans ce qu'on a dit juste avant, mais l'idée c'était, est-ce important de savoir mixer pour vendre ses prestats? Alors du coup, comment dire, l'habillage que j'ai fait, j'ai pas rajouté, mais la question que je voulais te poser, c'était, est-ce important de savoir mixer, genre, je sais pas, comme cut killer pour vendre ses prestations, tu vois? Ah, tu nous mets à la barre très haute, la Code Killer. C'est un dieu, ce mec-là. Non, mais en gros, c'était pour expliquer, est-ce que c'est vraiment indispensable de savoir mixer comme un fou, c'est-à-dire voilà, faire des boucles, des effets dans tous les sens, savoir scratcher, etc. Est-ce que c'est vraiment un gros plus pour vendre ses prestats ou est-ce que finalement on se rend compte que c'est pas si indispensable que ça. Tu peux vendre des prestations sans savoir, c'est ce qu'on disait juste avant, sans être vraiment Alors, un fou en technique, quoi. on reste dans le monde de l'événementiel pour la réponse. Donc, pas de Ouais, boîte de nuit, hein, attention. c'est l'idée. Je te dirais que. Bon, déjà, je vais répondre non à la question. Je n'ai pas besoin de savoir mixer comme un fou pour être bon ou pour avoir plein de clients. Ça, strictement non. Maintenant, je m'aperçois dans 8 prestations sur 10, donc 80% de mes prestations, je mixe plutôt bien. Je ne suis pas un ouf non plus. Il y en a qui sont bien meilleurs que moi, mais je mixe plutôt bien. Et il y a beaucoup qui viennent me voir. Ils disent, oh, vous mixez super bien, monsieur. On n'a jamais entendu un DJ qui mixe aussi bien. Vous enchaînez les morceaux comme il faut et tout. Alors que le travail il est fait correctement. Je ne suis pas un dieu. Je ne fais pas des trucs comme Code Killer ou autre. Mais les gens, ils n'ont pas l'habitude d'entendre ça. Donc, ça veut dire, dans ce cas-là, il y a beaucoup de DJ qui ne savent pas mixer, mais qui bossent quand même beaucoup. Il faut en tirer cette conclusion-là. Donc, Ouais, pour clairement, ouais. continuer également sur ce point-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu sais mixer correctement,
c'est toujours un plus, bien évidemment. Mais ce n'est pas obligatoirement le but recherché pour pouvoir vendre plus de prestations. C'est sûr, si tu mixes et que ça fait mal aux oreilles tous les 3 minutes, là, on risque d'avoir des problèmes. Mais il y a plein de DJ qui s'en sortent plutôt bien et qui mixent simplement. Après, un autre point à prendre en considération. Il ne faut pas tomber dans le syndrome du DJ qui se fait chier. Ça, c'est un syndrome qu'on connaît beaucoup de DJ on le connaît. C'est que si tu commences à moins te faire violence pour faire des beaux mix qui ressortent de l'ordinaire, qui sont originaux, etc., eh bien, tu vas passer un morceau, tu vas attendre 2-3 minutes et tu vas passer le prochain morceau, etc., etc. Et pendant ce temps-là, bah, tu vas t'ennuyer, tu vas perdre un peu ton énergie, tu vas perdre ton mood, tu vas aller boire un verre, tu vas discuter avec un client, tu vas rigoler, tu vas fumer une cigarette, ok, très bien. Et au final, il n'y aura pas de dynamisme dans ton mix, il n'y aura pas d'humanité, il n'y aura pas de valeur vraiment plus qu'un autre DJ qui va un peu essayer de mixer, essayer de faire des choses, apporter sa touche perso, sa touche artistique. Contrairement donc, à ces DJ qui vont tomber dans le côté je passe des morceaux pour passer des morceaux pour gagner ma croûte. Il suffit pas il n'y a pas besoin de savoir très bien mixer pour faire des soirées. Il y en a plein qui arrivent en enchaînant 2 morceaux sans même les mixer ensemble. Il y en a beaucoup dans l'événementiel qui font ça et qui arrivent très bien parce qu'ils ont le réseau, parce qu'ils ont une belle gueule qui passe bien, parce qu'il y a plein d'autres choses, plein d'autres critères. Mais ça apporte un plus. Ça apporte un plus. C'est comme une fois, je me rappellerai, la première conférence qu'on avait fait ensemble, Thomas, je crois qu'il était là, pour Manuel, ou la deuxième. Ouais. On parlait d'un point qui va se rapprocher de ce qu'on dit là, bien sûr, de comment on s'habille pour aller faire une prestation dans un mariage, nous les DJ. Et j'avais annoncé que moi, j'y allais toujours en costard ou en veste, un pantalon noir, des chaussures noires, une chemise blanche ou noire. Blanche peut-être pas, ça fait un peu traiteur, mais ouais. chemise noire. Ils nous confondent des fois. Ouais, Est-ce que vous pouvez m'apporter une bouteille d'eau? Non, non, moi je suis le DJ. Je te jure. Et justement, je disais, voilà, moi je m'habille comme ça. Et aujourd'hui, ça m'a ouvert des portes parce que aujourd'hui, je bosse dans des palaces, etc., où les gens m'ont vu m'habiller comme ça. Ils nous disent, tiens, ce mec-là, il passerait bien dans tel endroit. Et c'est pour ça que j'ai des beaux lieux. Et quand je donnais cette information-là dans une conférence, j'ai entendu 2-3 mecs qui ont dit à voix haute, ils ont dit, écoute Julien, c'est bien sympa, mais si je voulais m'habiller en costard et en pingouin, j'aurais fait banquier. Mais mec, t'as rien compris à la vie, toi. T'as rien compris à la vie. Entre un DJ qui s'habille bien et un DJ qui s'habille en mode short basket, les clients, même à un niveau égal, ils vont choisir lequel? Ils vont choisir le mec qui s'habille bien. Forcément, ouais. Donc on revient à la question, est-ce que c'est important de savoir mixer? Est-ce que c'est primordial de savoir mixer? Je te dirais non, et je dirais même malheureusement. Ouais. Mais ça apporte un plus qui va faire en sorte que tu vas te distinguer des autres. C'est exactement en fait la conclusion que quand j'ai pensé à cette question-là, c'était justement pour avoir un avis là-dessus. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, c'est un métier passion. Donc, le but, c'est quand même de se faire un minimum plaisir. Pour pouvoir faire danser les invités et tu es dans l'événementiel, c'est un côté festif, un côté ambiance, etc. Et si tu veux partager des sentiments, de la musique, etc., il faut quand même que ça te plaise un minimum. Et ensuite, en fonction du niveau que tu veux atteindre en prestation, effectivement, tu vas pouvoir skiller au fur et à mesure en fonction de là où tu veux atteindre, quels objectifs tout simplement tu veux atteindre. Donc effectivement, si tu as un très bon niveau de mix, mais qu'il faut adapter aussi au client, c'est-à-dire que si tu es dans un mariage et que toutes les 5 minutes tu scratches, au bout d'un moment, ça va saouler les clients. À l'inverse, si tu fais que des sessions de 4 minutes, 4 minutes, 4 minutes, ils vont se dire, lui, c'est un pouce disque, il envoie juste les sons. Donc effectivement, comme disait Julien, il faut adapter, on va dire, ton style de mix, et aussi en fonction de si toi, t'aimes ça et que tu as envie de bosser ta technique, ton scratch, etc. Mais effectivement, plus tu sais, plus tu sais mixer, plus ça va t'ouvrir des portes, finalement. On peut conclure comme ça, quoi. Je vais te rajouter une anecdote, une histoire vraie qui est actuelle, vraiment actuelle. Ouais. En ce moment, il y a le confinement, mais avant le confinement, j'étais en colocation à la maison. J'hébergeais un pote. Ouais. Un pote DJ qui était directeur d'exploitation d'une boîte de nuit à Angers, qui avait un appartement là-bas, qui avait des potes, une vie, une meuf, etc. D'accord. Le mec, il a tout lâché pour venir à la maison, à Paris, pour se lancer dans l'événementiel à mes côtés. D'accord. Et le mec, il a commencé, il a un background extraordinaire. Le mec, niveau DJ, il est très, très, très bon. Au niveau culture et technique, il est extraordinaire. Et le mec, pour te donner quand même une ordre d'idée, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent la boîte Le Captain en Belgique, qui est le plus gros complexe d'Europe. Oui. Tous les jeudis, vendredis, samedi soir, c'est 5 à 6 000 personnes.
Ouais, ouais. dans la salle du capitaine. Le mec, il a fait ça pendant 5 ans, il a été résident là-bas. Niveau culture et niveau technique, le mec, il tease, il connaît, il sait Ouais, faire, il d'accord? maîtrise, quoi. Voilà. Sur un des premiers événements qu'on a fait, je l'ai fait venir. Il a mixé, il a vidé la piste 3 fois. Moi, j'ai repris la piste, j'ai mis un Madison, un Kuduro, un Magic in VR, un C'est la vie, des trucs dans le genre. Ouais. Et tout le monde est revenu instantanément sur la piste. Sans technique de folie, juste en mixant correctement. Sans technique de fou. Et encore même aujourd'hui, même les mix que je fais quand il est là dans les soirées, il m'écoute, il me fait bah, écoute, ils sont bien tes mix, c'est clean, c'est propre. Mais t'aurais pu faire ci, t'aurais pu faire ça. Oui, mais c'est pas le but. Et donc, on reprend la question pour conclure. Est-ce qu'il est important de savoir très bien mixer pour avoir une bonne clientèle, beaucoup de soirées, de prestats, etc. Non, mais c'est intéressant de le savoir au cas où. Ouais, carrément. C'est parfait. Top l'anecdote. Allez, du coup, on passe à la question suivante. Alors ça, c'était une petite question. Est-ce que tu as un matos, enfin un matos particulier qui ne te quitte jamais en prestation, que tu as sur toutes les prestations? Waouh. Alors, bien évidemment, bon, il y a la sono, l'éclairage, etc. Mais je sais pas, un petit truc comme ça. Tu vois, par exemple, moi, le matos qui me quitte jamais, c'est mon Laserman. Alors, pour ceux qui Ah, connaissent pas, un Laserman, tu vois, c'est un espèce de couteau suisse pour technicien où tu vas pouvoir retrouver une pince, un couteau, etc. Parce que quand tu arrives en presta, tu as toujours un petit truc à couper, à réparer s'il y a quelque chose. Tu vois, je sais pas, est-ce que tu as un petit objet euh, ou un matériel je vais, spécifique que tu emmènes tout le je vais, temps? je vais en citer plusieurs. Je vais essayer d'en citer plusieurs. Euh, Déjà, un truc qui, alors, c'est un peu comme vous disiez, beaucoup. Un truc qui me quitte pas de partout où je vais, et c'est tellement facile de dire ça, mais moi, ça, je vais le dire, c'est mon ordinateur. Partout où je vais, mon ordinateur est avec moi. Bon, ça, c'est facile, mais c'est vrai que Classique, non, mais ouais. je peux aller au restaurant avec des potes, j'ai mon ordinateur avec moi. Il est jamais ou très rarement tout seul à la maison. Après, dans les prestations, bon, le Leatherman, effectivement, j'en ai un et il est toujours dans mon sac. Ça, c'est, c'est le, c'est le sauf qui peut de toutes les situations C'est extrêmes. ça, c'est l'indispensable. C'est indispensable. Bon, après, les mecs, mettez pas non plus 250 balles dans un couteau suisse. Il y en a qui coûtent moins cher. Mais c'est vrai qu'avoir quelque chose de fiable et qui est garanti à vie, c'est plutôt sympa. Entre nous, mais faites-le graver aussi. Ça, je l'ai fait il n'y a pas longtemps et je le recommande. Parce que c'est Ouais. quelque chose qui se vole très, très vite. Autre chose, dans les choses que j'adore mettre en place, etc. J'ai toujours un petit kit son. Alors, j'en ai deux maintenant d'ailleurs, tellement que c'est pratique. C'est une flycase faite sur mesure avec une petite table de mixage 10 voix, 3 micros HF, une Ouais. multiprise. Je sors ça, je le mets sur un X ou cocktail, cérémonie laïque, ou même sur la table de DJ pour gérer la soirée. Ça se met en place en 2-2. Il y a juste deux choses à brancher, c'est les XLR et la prise électrique, c'est tout. Ah, et le RCA pour le contrôleur si tu veux. Et ça, je le mets sur toutes mes prestats. C'est un truc que j'aime bien, un truc rapide et efficace à mettre en place et qui Simple, peut t'aider à faire beaucoup de choses. ouais, simple, facile, efficace, rapidement monté et qui finalement sert énormément. La table de mix, Oh tu oui, peux brancher des instruments, tu peux brancher je sais pas, un ordi pour le vidéo le proche, tu peux vidéoprojecteur, brancher ouais, ça. les micros indispensables dans les prestations. Donc, ok, d'accord. Donc, tu t'es fait un petit kit comme ça qui ne te Ça, quitte jamais. et puis depuis quelques années, je contrôle toutes mes lumières en DMX. Et ça, Ah, à tout, ça. j'ai de le faire, important, pour avoir une qualité de rendu bien meilleure et de vendre plus cher aussi, et que ça passe beaucoup mieux quand tu montes des photos vidéo. Mais je contrôle tout en Wi-Fi DMX. Et depuis quelques années, je fais que du Wi-Fi DMX. Et cet émetteur et ces récepteurs ne me quittent jamais. Après ça. Alors effectivement, bah, j'ai fait une vidéo sur le DMX HF où j'explique un peu le système, etc. Alors, si vous êtes débutant, que vous venez d'acheter votre matos, honnêtement, enfin comment, ouais, non, on va pas dire ça comme ça, mais en gros, si vous êtes débutant, déjà, bossez bien, encablez, etc. Voir si tout fonctionne, maîtrisez déjà le DMX et ensuite passez à l'étape supérieure du DMX HF ou DMX Wi-Fi qui vous permet vraiment de gagner un temps monstrueux. Il y a besoin de beaucoup moins de câbles, ça fonctionne très très bien dans tout type d'environnement. Et puis bah, ça permet de gagner un temps tout simplement énorme. Moi je sais que avant, j'avais des tripars LED American DJ, c'était les tripars LED, voilà, une grosse référence. Je les branchais, donc j'en mettais, je sais pas, 12 dans la salle pour l'éclairage de salle. Je mettais peut-être une heure et demie à les brancher les uns à la suite des autres, plus les câbles DMX quand
je voulais piloter l'ensemble de la salle. Aujourd'hui, par LED sur batterie, donc avec des cartes DNX intégrées, en 5-10 minutes, c'est fait, quoi. Donc ça vous fait gagner 1 heure de temps sur votre 1 heure et demie de temps sur votre installation. Et le gros avantage, c'est que ce temps-là, vous le gagnez pour pouvoir mettre en place d'autres prestations. Par exemple, je ne sais pas, une borne photo, ou avoir plus de temps pour prendre vos photos, vos vidéos, avoir plus de temps, je ne sais pas, pour réseauter avec les prestataires qui sont présents, échanger des cartes, etc. Donc le fait de gagner du temps permet de pouvoir mettre en place aussi autre chose, quoi. Donc effectivement, ça demande un peu d'investissement, mais cet investissement-là, il est récupéré au niveau du temps, au niveau du temps d'installation, et puis au niveau de la qualité de la prestation. Parce qu'effectivement, avoir des câbles tout le long, etc., bon, c'est moins propre que d'avoir des récepteurs HF, quoi. Sans compter les prestations que vous pourrez faire parce que vous avez ces projecteurs sur batterie, par exemple, hein, donc qui n'ont pas de câble et qui font ton Wi-Fi. Il y a plein de prestations aujourd'hui où on m'appelle parce que j'ai un type de matériel qui va permettre à cette prestation de se faire comme il faut par rapport à un cahier des charges important. On a fait une prestation, on était en train de parler d'une prestation avec Amanda il n'y a pas très longtemps, ouais. Et elle m'a dit, écoute Julien, j'aurais besoin d'un truc chez toi, c'est que tes projecteurs sur batterie, tu en as 16, j'en ai d'ailleurs bientôt 24, mais tu en as 16, mais l'intérêt pour moi c'est qu'ils sont blancs. Et on fait une soirée où tout le matériel doit être blanc. Alors, vous allez dire, la plupart des DJ, mais c'est complètement débile, on s'en fout du blanc, pas blanc. Oui, sauf que quand tu bosses dans le chic et dans le luxe, eh ben, le client veut que ça soit blanc, bah, tu fais du blanc. Et c'est tout, c'est comme ça. Et par contre, tu vends 3, 4, 5 fois plus cher, forcément, parce que c'est super rare, etc. Mais ces projecteurs, bah, blancs, je les avais, donc on a pu parler de projet, on a pu parler de finalité sur ce projet-là. Et sur batterie, forcément, si j'avais des câbles, les câbles, ils sont tous noirs, on bosse tous avec des câbles noirs, j'espère, il y en a plein qui ont encore des multiprises blanches, alors eux, les mecs, dans quelques années. Chapeau à vous. J'ai commencé comme ça aussi. Hein. Donc, on a tous commencé avec les rallonges de la maison blanches. Exactement. Ouais. Et aujourd'hui, il y a des salles dans lesquelles je vais. D'une part, des fois, il n'y a pas de prise. Alors ça, c'est heureusement qu'il y avait parlé de sur batterie. Ouais. Donc, un peu dans la mouise. Mais il y a des prestations où je vais, si tu mets des fils, les mecs, ils te tuent. Ils te tuent sur place. Le traiteur ou le gérant de salle, etc. Ils disent non, ça, je veux pas. Tu les enlèves. Après, ils s'en fichent que tu fais pas ta prestation comme il faut parce que tu as mis des fils ou pas. Bon, ils s'en foutent. Eux, c'est non. C'est comme ça. On a un lieu qui est prestigieux, le Shangri-La ou compagnie. Si tu mets des parallèles sur batterie, ils vont te le dire clairement que non. Ouais, puis pareil, du coup, forcément, si tu as du câble, il va falloir mettre du gaffeur, etc. Et puis, comme il y a des petits balins qui achètent du gaffeur de très mauvaise qualité, et bah, du coup, ça te laisse des traces. Et du coup, forcément, les gérants de salle t'expliquent qu'ils en veulent plus. Et puis, il faut se dire aussi, c'est que dans certains, moi, je fais beaucoup de châteaux. Dans certains châteaux, tu vas avoir beaucoup de passages de portes, de petits endroits, etc. Et honnêtement, pour câbler, c'est juste un enfer. Donc déjà, le propriétaire ne veut pas de gaffeur et au niveau en fonction de la qualité de la prestation, effectivement, tu en as qui veulent tout simplement pas de fil, qui veulent du blanc, une couleur spécifique ou autre. Et de deux, c'est une vraie galère pour les installer, tout simplement. Donc, d'accord. Je vais donner un autre conseil pour les DJ qui vont suivre cette vidéo-là. Il y a un pote DJ qui s'appelle Sébastien, il se reconnaîtra certainement, qui m'a dit, écoute Julien, les passages de câbles que tu fais au niveau des portes avec du gaffeur, où on met du temps à l'installer, parce que des fois on a une lyre ou une enceinte qui va plus loin, donc forcément il y a des câbles. Ouais. On met du temps à l'installer et que c'est moche parce qu'il y a du noir par terre et que ça se décolle, ça laisse des traces, etc. Les lieux n'en veulent plus, etc. Donc, oui, tout à fait. Il dit, écoute, regarde sur Thomann, Thomann est un site comme un autre, sur nos ventes ou autre, il y a des petits passages de câbles qui coûtent genre 30 balles le passage d'un mètre. Prends-en un ou deux et essaye. J'ai essayé, maintenant j'en ai 6. J'en ai 6 et je m'en sers dans tous les passages de porte et partout où il y a un câble qui passe, je mets ça. C'est installé en 2-2. Au final, ça coûte beaucoup moins cher parce qu'un rouleau de gaffeur de 50 mètres, ça coûte, allez, si tu achètes en unité sur Thomann, un bon rouleau, c'est entre 8 et 10 balles. On va dire 10 balles, ça va arrondir. Ouais. Ça veut dire que les 5 mètres, qu'est-ce que je raconte moi? Les 5 mètres, c'est 10 euros, 1 euro, c'est ça? On fait bien le calcul. Ça, ouais. Voilà. Donc, 1 euro les 5 mètres. Ça va très très vite et effectivement, ouais. Nous aussi, on donc, c'est 20 centimes le mètre. Ouais. 20 centimes le mètre, ok. Donc, ça veut dire qu'à chaque porte où tu mets des câbles, pour faire un vrai passage de câble avec une vraie sécurité et pas comme les 90% des gens font, il faut 3 bandes, une à gauche du fil, une à droite du fil et une au-dessus. Ça veut dire que ça va pour 60 centimes.
60 centimes à chaque porte, sans compter le temps que tu mets à mettre ça en place, sans compter également le confort, parce que tu as 4 pattes, tu t'es agenouillé, c'est chiant, etc. Et l'énergie que tu perds. Ça va très très vite. Et ça, c'est l'état d'esprit, justement, gérant d'entreprise. Parce que là, les gens qui regardent cette vidéo, qui a calculé tout ça? Les piles, le gaffeur, le barnier, tout ce qui est le consommable. Quand vous faites 5 prestats dans l'année, bon, ça ne vous coûte pas énormément d'argent. Mais quand vous en faites 100, bah, vous vous rendez compte qu'en multipliant, effectivement, là, ça peut être intéressant, par exemple, comme dit Julien, là, d'acheter des passages de câbles qui sera beaucoup plus sécuritaire, qui sera propre. Et pareil pour les clients, et bah oui, vous inquiétez pas, on met des passages de câbles, on met les câbles dedans et c'est sécurisé et c'est aux normes pour le lieu, pour vos invités, etc. quoi. Donc ouais. Il y a, pour donner encore plus d'informations, plus d'exemples, il y a encore un an, ouais, il y a encore un an à peu près, j'achetais mes rouleaux de gaffeur chez Thomann et je les achetais par 24 rouleaux. Ouais. Alors ça faisait pas 240 € parce que c'est un peu moins cher. Quand tu en as acheté 24, tu les touches à 6 € pièce, un truc dans le genre. Ouais, donc Mais voilà, ça à faisait peu près 150 €, 200, 250, ouais. Voilà, donc tu mettais 160 € de rouleaux de gaffeur. Quand je commandais mes rouleaux de 24, Ah, alors attendez, on a une petite coupure. C'est en train de se reconnecter. Bah écoutez, j'en profite, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Alors attends, ça a coupé. on a eu un problème de réseau, Thomas. Oui, on a eu un problème. Ouais, Vas-y, du coup, donc 200, ouais, à peu près 200, 250 euros de quand tu commandais tes rouleaux. gaffeur, ouais, ouais. Ouais, Donc voilà, aujourd'hui, j'ai acheté 6 passages de câbles, c'est 30 € pièce, ça fait 180 €. Et le gaffeur, clairement, aujourd'hui, je m'en sers peu. ouais, Je m'en sers peu. Et c'est plus joli, les passages de câbles, que de mettre du gaffeur partout. Et c'est carrément. moins chiant aussi. C'est très bien. Yes, yes. Et regardez vraiment sur Thomann, hein, pour 25-30 €, vous en avez, ils sont très très sympas. Ouais. Bah du coup, je regarderai ça aussi, ça m'intéresserait. Peut-être que, bah, moi j'en ai, mais je T'en as pas, regarderai, toi? puis c'est Si, t'en intéressant. as? Ouais, j'en ai. Ok. Du coup, je vous le mettrai dans la description de la vidéo. Ça peut être intéressant d'avoir ça en plus.